Okay, good morning, everybody. Alors, bonjour à tous. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. The White Shell Laboratories. Moi, je suis Michael Giardini. Je suis donc agent de communication au LNC. Avant de commencer, j'aimerais vous faire remarquer que le site se trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe et que le projet WRAN se trouve sur le territoire régi par le traité 1 et le traité 3. Les LNC reconnaissent et apprécient la connexion des Autochtones à ces sites. On reconnaît également la contribution des Autochtones, des Métis et d'autres peuples autochtones pour renforcer les collectivités où se trouvent ces sites, ces projets. Alors, le webinaire aujourd'hui vise à vous donner de l'information sur l'histoire du site White Shell. On va commencer avec la présentation. Ensuite, on va vous céder la parole pour les questions-réponses. Vous allez taper vos questions dans la fonction clavardage. Quelques questions d'administration. Il y a les services d'interprète qui sont disponibles. Vous pouvez donc obtenir l'interprétation en cliquant sur l'icône qui a la forme d'un globe en bas de votre écran. La présentation va durer une demi-heure et ensuite on aura une demi-heure pour vos questions. Utilisez la fonction clavardage pour poser vos questions. Pendant la présentation, on va vous donner des réponses à la fin si nous n'avons pas assez de temps ou s'il y a des questions qui arrivent tardivement ou si nous n'avons pas les informations pour vous fournir une réponse, eh bien, on va le faire par courriel après. Nous allons enregistrer ces sessions et on va les afficher sur notre site YouTube. Si vous avez raté quoi que ce soit et vous ou si vous voulez les partager, on va les afficher sur YouTube. Normalement, ça prend quelques jours pour obtenir l'enregistrement Alors, si vous avez des problèmes avec la fonction clavardage, envoyez un courriel à IRM Stakeholder à @cnl.ca. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter notre conférencier Randall Schwartz, qui est le gestionnaire de gestion de la qualité. À vous, Randall. Merci, Mike. Bonjour et merci de vous joindre à la session d'aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, je m'appelle Randall Schwartz. Je travaille pour l'EACL et CNL depuis plus de 31 ans. J'ai commencé comme ingénieur de recherche et je suis passé au déclassement il y a environ 15 ans. Aujourd'hui, je suis directeur de l'autorisation de la gestion de la qualité et je suis notamment responsable du plan d'utilisation des terres et de l'état final pour le site de White Shell. J'ai très envie de vous parler de l'histoire du site des laboratoires de White Shell et pour vous parler du présent et de l'avenir. N'hésitez pas à taper vos questions et on va vous répondre à la fin de la présentation. Donc, c'est parti. Un petit peu sur qui est qui. Alors, il y a eu un changement donc modèle en 2015, ce qui était donc l'énergie atomique du Canada limitée, qui était une société d'État fédérale. C'est devenu donc les LNC, Laboratoires nucléaires du Canada. Nous adorons les acronymes et des fois ça peut porter à confusion, mais soyez indulgents. Les laboratoires nucléaires canadiens et l'entité qui gère le site. Moi, je travaille pour CNL et le gouvernement du Canada nous a contracté pour assainir le site. Nous gérons tous les sites et nous faisons le travail de gestion de déchets, de déclassement à Chalk River. Il y a également du travail de recherche. Alors, les laboratoires nucléaires, ou plutôt énergie atomique du Canada et la Société d'État fédérale qui possède les sites et qui est responsable des responsabilités. La CNL et EACL entretiennent une relation contractuelle qu'on appelle GOCO, le Government Owned Company Operated Model.
mais il y a aussi un autre acronyme, la CCSN, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui est l'organisme de réglementation fédéral indépendant responsable de la réglementation de toutes les matières nucléaires au Canada. Les LNC sont en mesure d'exploiter et de déclasser ces installations parce qu'on détient un permis de la CCSN. J'ai mentionné que les LNC gèrent plusieurs sites qui se trouvent un peu partout au Canada. Chalk River, près d'Ottawa, et le Laboratoire national du Canada pour l'application pacifique et novatrice de la technologie nucléaire. Il abrite le réacteur NRU qui, pendant 60 ans, a produit des isotopes médicaux qui ont été permis de diagnostiquer ou de traiter des millions de personnes chaque année dans plus de 80 pays du monde. Et il y a également l'initiative à Port Hope, près de Toronto. Il s'agit donc d'un engagement du gouvernement à nettoyer les déchets historiques associés au traitement du radium et de l'uranium par le Eldorado Nuclear Company, une ancienne société d'État. Il y a également les réacteurs prototypes. Le Canada a construit des réacteurs prototypes à White Shell et près de Chalk River, au site de Bruce Power au nord-ouest de Toronto et au site de Gentilly au Québec. Les LNC gèrent ces sites et procèdent actuellement à leur déclassement. Il y a également le Northern Transportation Route et les LNC gèrent des sites de déchets de faible activité au Canada. Donc, le long du Northern Transportation Route, nous avons mené à bien des projets en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les territoires du Nord-Ouest. Ça inclut également donc les sites où on a développer le radium dans le nord. Et ensuite, White Shell Labs, où je travaille, qui est situé à environ 100 km au nord-est de Winnipeg, près des villes de Pinawa et de lac du Bonnet. À un moment donné, c'était l'une des plus grandes installations de recherche de l'Ouest canadien. Alors, voilà une image des laboratoires de White Shell. Et comme j'ai mentionné, le site se trouve à environ 100 km au nord-est de Winnipeg et à 10 km à l'ouest de la ville de Pinawa également. C'est juste en aval du barrage hydroélectrique Seven Sisters et situé sur la rivière Winnipeg qu'on voit ici. Ici, dans l'image, la plus grande partie du site est située sur les territoires issus du traité 3, mais il y a quelques terres sur la côte ouest qui sont situées sur les territoires du traité 1. Et le site se trouve également sur le territoire traditionnel des Métis de la rivière Rouge. Le site couvre une superficie de 4 375 hectares, 11 000 acres. On voit ici le campus principal en regardant vers l'est avec la rivière Winnipeg au premier plan. Le site est desservi finalement par les services d'eau potable et des égouts pluviaux et domestiques. Le site est une communauté autonome avec des services de sécurité, de pompiers et son propre système de lagunage. Parmi les autres installations notables, il y a le réacteur WR1 dans le bâtiment B100 et le bâtiment B300 qui était anciennement un laboratoire de radioisotopes. On en a fait partiellement le déclassement. Il y a le bâtiment B200 qui est une installation de collecte de traitement des eaux. C'est difficile à voir dans cette photographie. En arrière-plan, mais il y a aussi une zone de gestion des déchets et une décharge non nucléaire. Maintenant, le passé, l'histoire du site White Shell. Pourquoi les laboratoires White Shell sont-ils ici? Il a été établi au début des années 1960 dans le cadre des installations de recherche nucléaire du Canada. À son apogée, près de 1400 employés travaillaient sur le site. Le prototype de réacteur WR1 qu'on voit ici à gauche
a été construit pour tester le concept d'utilisation d'un réacteur à refroidissement organique et pour tester différents types et configurations de combustible. Le site de Whitshell et le laboratoire de recherche souterrain voisin, qui est maintenant entièrement clé classée, ont été à l'origine du développement de l'approche de l'élimination en couche géologique profonde. Cette approche a suscité la collaboration de nombreux pays du monde. Whiteshell a également mené des recherches approfondies sur la sûreté des réacteurs, y compris des installations expérimentales à grande échelle, comme l'installation thermohydraulique du RD-14M, qui était une maquette électrique des réacteurs CANDU et des installations d'hydrogène pour les essais de combustion. Moi, j'y ai participé au début de ma carrière, avant de passer du côté de déclassement. On a également effectué des études de performance sur les matériaux et les composantes. Whiteshell a largement contribué à la recherche nucléaire au Canada et ailleurs au monde également. Voici une vieille photo de la salle de commande du WR1. Ah oui, à l'époque, il était permis de fumer dans la salle de contrôle, donc ce n'est plus permis, bien entendu. Il y a presque 60 ans, au mois de juillet 1963, donc il y a 60 ans, alors la ville a été construite spécialement pour les employés de EACL, qui au cours des mois et des années suivantes allaient s'installer dans la région pour travailler à la nouvelle station de recherche nucléaire. La photo de gauche montre un défilé de vélos lors de la célébration du 4e anniversaire de Pinawa en 1967. Pinawa continue à célébrer son anniversaire chaque année en juillet, fêtera son 60e anniversaire en 2023. Au cours des 20 années d'exploitation du réacteur WR1, toute une série de recherches a été effectuée. Alors, la recherche sur le sujet suivant, la sûreté du réacteur, la durée de vie des déchets, les scénarios d'accident et le réacteur RD-14M qui a été construit spécifiquement pour essayer des systèmes de sécurité pour les réacteurs CANDU à droite. On voit donc une zone d'essai pour l'hydrogène. Le laboratoire de recherche souterrain, ou l'URL, a mené d'innombrables expériences sur le stockage géologique du combustible. La construction a commencé en 1982. Il a permis de comprendre la géologie, l'hydrogéologie des batholithes granitiques, une masse rocheuse utilisée pour l'élimination du combustible irradié. Et ça nous a permis de réaliser des expériences géotechniques sur le combustible nucléaire irradié. On a collaboré avec de nombreux pays du monde qui ne disposaient pas d'installation comme le URL. En 2003, on a décidé de fermer l'URL et de concentrer la recherche dans d'autres centres. Le puits a été recouvert en 2010. Un équipement de surveillance a été installé pour évaluer la performance d'un joint d'étanchéité depuis installé dans une zone de fracture à 255 mètres de profondeur. Au milieu des années 80, le gouvernement du Canada a considérablement réduit le financement de la recherche pour l'EACL. Et l'EACL a donc décidé qu'il fallait fermer Whiteshell pour consolider toutes les recherches à Chalk River. Ça nous amène donc au présent. La mission de DLNC en Whiteshell est de déclasser complètement le site et de le fermer. C'est un plan agressif dont l'achèvement est prévu pour 2027. Cette photo montre la zone du laboratoire principal en 2015. C'est là quand Goku a commencé. Bien qu'un certain déclassement ait eu lieu avant cette date, c'est à ce moment-là que le gouvernement du Canada a privatisé l'exploitation du site
et ça nous a permis finalement d'accélérer le déclassement des laboratoires White Shell. Cette photo montre le processus de déclassement jusqu'en 2022. Plus de 40 bâtiments ont été entièrement décontaminés, démolis. Les laboratoires, les bâtiments de stockage, le centre de décontamination, les installations de traitement d'eau et j'en passe. Et ici, on voit une simulation de l'état final prévu du site. Donc, ça comprend tous les bâtiments qui seront entièrement décontaminés et démolis. Alors, le réacteur sera donc éliminé sur place. Toutes les matières dangereuses seront récupérées et gérées. Tous les terrains contaminés seront assainis. Le site sera nivelé pour faciliter la gestion des eaux de surface. Des contrôles institutionnels seront mis en place. Tous les déchets produits seront éliminés dans les installations autorisées ou stockés jusqu'à l'élimination soit possible. Les déchets radioactifs seront envoyés à Chalk River, Ontario, où l'LNC est en train d'établir une installation d'élimination des déchets de faible activité, le NSDF. En plus du campus principal du laboratoire, les laboratoires de White Shell disposent d'une installation de gestion des déchets où les déchets produits sur le site sont stockés depuis sa construction. Cela comprend deux zones principales. Alors, l'installation de stockage des conteneurs en béton en bas à gauche comprend 16 silos de stockage en surface pour le combustible usé. Les LNC transporteront ces déchets de haute activité à Chalk River pour un stockage centralisé jusqu'à un dépôt national soit choisi et construit. L'autre section, appelée simplement la zone de gestion des déchets, contient diverses structures de stockage de déchets allant des tranchées d'argile de faible niveau à des bunkers en béton, en passant par des silos souterrains en béton et d'autres méthodes de stockage. Tous les déchets, à l'exception de la plupart des tranchées, seront caractérisés, séparés, emballés et gérés également. La plupart des tranchées, comme on a déjà dit, doivent rester sur place en attendant finalement l'évaluation de sûreté. Les types et les conditions des déchets varient grandement. La plupart, sinon tous les déchets radioactifs, devraient être expédiés à Chalk River pour stockage et élimination. Une fois que tous les déchets auront été levés, les sols seront remis en état. Des contrôles institutionnels et une surveillance seront mis en place également. Maintenant, j'aimerais vous parler de la mobilisation finalement du public et des Autochtones. Alors, une partie de notre responsabilité consiste finalement à mobiliser le grand public et les Autochtones. On travaille avec les Premières Nations sur le territoire des traités 1, 3 et 5. Notre site est également situé sur le territoire traditionnel des Métis et de la Rivière-Rouge. Les relations avec les nations autochtones étaient faibles ou inexistantes même. Les LNC s'efforcent de corriger cette situation a maintenant renforcé, conclu des accords de relations permanentes qui sont soutenus finalement par plusieurs initiatives, dont une surveillance conjointe de l'environnement. La photo ici montre les membres du comité de liaison communautaire de la Première Nation Saguenay qui visitent le réacteur WR1. Ici, les LNC participent à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des Métis du Manitoba. Un moniteur métis recueille des champignons sur place pour les analyser. On prélève des échantillons d'eau souterraine dans notre réseau de puits et on fait visiter les membres des Premières Nations de Black River et de Hollow Water. La protection de l'environnement est l'un des principaux engagements des LNC, une condition de notre permis. Les LNC disposent d'un vaste programme de protection de surveillance de l'environnement. Trois composantes principales fournissent ces données pour la surveillance de contamination.
Il s'agit de la surveillance des effluents, de l'eau et de l'air, de la surveillance environnementale et de la surveillance des eaux souterraines. LNC fait preuve d'une grande transparence quant à des résultats de surveillance et on publie publiquement notre rapport annuel sur la sécurité. L'impact de l'LNC est très faible. Quelques exemples de la surveillance régulière effectuée sur le site sont comme suit. L'eau de la rivière en amont, en aval et sur le site adjacent. Les sédiments, les poissons, les eaux de surface dans les fossés sont régulièrement analysés. Des échantillons de sol sont prélevés sur le site et dans les fermes voisines. On échantillonne également les produits du jardin. On analyse le gibier sauvage tué dans les collisions routières. Ceci n'est qu'un sous-ensemble de milliers d'échantillons collectés chaque année. Récemment, les LNC ont invité des moniteurs des Premières Nations et des Métis du Manitoba à accompagner nos techniciens environnementaux. Cela présente plusieurs avantages. Ça renforce nos relations et montre finalement qu'on est prêt donc à tenir compte des connaissances autochtones. Maintenant, le travail qui se fait dans le cadre de déclassement. Pour déclasser un bâtiment, il faut le caractériser soigneusement et ensuite enlever et gérer tous les déchets. La caractérisation consiste à rechercher les radiations, l'amiante, le plomb et d'autres matières dangereuses. Le bâtiment est mis en tension pour qu'on puisse éliminer les dangers en toute sécurité. Cela implique de retirer les conduites d'évacuation, les équipements de ventilation, etc. Et ensuite, la démolition peut commencer. Les matériaux de construction, le béton, le bois, l'isolation, la toiture, l'acier de construction, etc., sont tous séparés. Souvent, les matériaux, notamment le métal, sont recyclés. D'autres vont à la décharge ou sont expédiés à Chalk River s'ils sont contaminés. Une fois la démolition terminée, on fait une évaluation pour assurer la propriété du sol. On remblait toute excavation, on fait le nivellement et on plante la végétation ou le gazon. En fin de compte, notre activité est la gestion des déchets. Dans le cadre du déclassement et de la restauration environnementale du site de Wheatshell, on prévoit générer près de 5 500 envois de déchets propres, y compris du métal recyclé, 350 envois de déchets dangereux tels que les matières organiques non radioactives, comme du goudron de toiture, environ 2000 envois de déchets faiblement radioactifs et 600 envois de déchets de moyenne activité. Le transport des déchets est sûr et très efficace. Maintenant, vous avez certaines données sur cette diapositive. Donc, les données portant sur nos envois. 302 envois depuis 2017, zéro accident. Je vais maintenant vous donner un aperçu de ce qui signifie le déclassement d'une installation nucléaire. L'équipe des LNC a terminé le premier grand projet de déclassement nucléaire sur le site de Whiteshell en 2016. Il s'agissait de la décontamination, de la désactivation et de la démolition de 85 000 pieds carrés d'espace de laboratoire de radionucléides. Connu sous le nom de bâtiment 300 sur le site. Ce bâtiment abritait de nombreux laboratoires, ateliers et bureaux pour la multitude de projets de recherche. Construit par étapes entre les années 60 et 80, ce bâtiment présentait des défis en matière de matériaux dangereux qui ont été surmontés en toute sécurité. L'utilisation d'amiante était très répandue. Les laboratoires étaient équipés de systèmes de drainage. Il fallait donc retirer plus de 190 hôtes. Tous les systèmes ont été décontaminés, ont été retirés.
Le bâtiment contenait de nombreux systèmes sous tension, l'électricité par exemple. On les a mis hors tension pour que ça soit sécuritaire. Les contrôles finaux ont été effectués sur l'ensemble de l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Ensuite, on a démoli le bâtiment en deux étapes. On a trié les déchets et on a rempli la cavité d'un rempli d'argile et maintenant on voit donc un champ couvert d'herbe. Et voilà une photo du site du réacteur WR1 et l'excavation qui a eu lieu. Le WR1 est un réacteur prototype préconduit, construit de 1963 à 1965 sur une période de 3 ans. Donc, WR1 a été exploité de 1965 à 1985, a été arrêté de façon sécuritaire à la fin de sa mission. Il a été conçu pour tester le concept de réfrigérant organique au lieu de l'eau. Le réacteur a finalement fonctionné à une pression plus faible, à une température plus élevée que les réacteurs réfrigérés par l'eau. On a également mis à l'essai plusieurs configurations de combustible. Sa puissance thermique nominale était de 60 MW, mais n'a jamais produit d'énergie. C'était pour la recherche uniquement. La construction est robuste et en béton. Et on a fait une excavation sur 5 étages sous le sol. Ça, c'est donc la profondeur de l'édifice qui abritait le réacteur, 5 étages. Alors, quels sont les plans pour l'avenir maintenant? Pour le WR1, on propose une installation d'élimination permanente passive, donc c'est-à-dire une élimination sur place. Cela nous permet finalement d'isoler les déchets de l'environnement des personnes. On le fait en démolissant et éliminant toutes les structures en surface, en recyclant les matériaux, en envoyant des matériaux au site d'enfouissement et au NSDF à Chalk River. On préparera le sous-sol pour l'injection de coulis en pénétrant dans les conduits des réservoirs et les tuyaux. Ensuite, on va injecter du coulis dans l'espace souterrain afin de créer une cellule d'élimination stable et macro-encapsulée. On va fabriquer un socle en béton sur le dessus pour assurer l'isolation des déchets. Ensuite, on va construire un système de couverture technique pour gérer l'eau, les animaux, le gel. Et on mettra en place des contrôles institutionnels, des restrictions, la signalisation, les clôtures et une surveillance post-fermeture, c'est-à-dire les inspections et les puits. La stratégie d'élimination sur les lieux continue de faire l'objet d'une évaluation environnementale d'ailleurs. À partir de cette semaine et jusqu'en 2023, nous inviterons le grand public à se prononcer sur l'utilisation future des terres. Un sondage téléphonique a commencé cette semaine. Il sera suivi de journées portes ouvertes, virtuelles et en personne, et de diverses réunions pour recueillir les commentaires des gens de la région sur l'avenir du site de White Shale. Alors, pour résumer maintenant, les LNC mènent l'un des plus grands projets d'assainissement de l'environnement au Canada, situé à 1 heure de Winnipeg. Le site et les opérations sont finalement font l'objet d'un permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Le gouvernement du Canada s'est engagé à financer entièrement l'assainissement du site. Le plan prévoit la fermeture complète d'ici 2027. Les LNC continueront à assurer la surveillance environnementale pendant une période de 100 ans pour vérifier l'impact environnemental.
Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous parler du travail incroyable qui est effectué sur le site de White Shell. Maintenant, à vous pour vos questions. Merci beaucoup. Très bonne présentation. On a quelques questions déjà. Un instant, s'il vous plaît. Tout d'abord, lorsque vous parlez du contrat appartenant à l'État exploité par le secteur privé, il y a deux entrepreneurs, soit les laboratoires nucléaires canadiens et l'Alliance. En fait, moi, je peux y répondre et Richard pourra complémenter. Alors, l'information est située sur notre page du laboratoire nucléaire canadien. Alors, Énergie atomique du Canada a embauché les laboratoires pour exploiter les sites partout au Canada. Nous sommes aussi responsables de remplir le mandat. Nous devons également protéger l'environnement en respectant les exigences en matière de protection de l'environnement et de déclassement. Alors, même si Énergie atomique est propriétaire du terrain, les laboratoires nucléaires canadiens sont responsables de l'exploitation du maintien. Nous utilisons un modèle exploité par le secteur privé. Il y a aussi l'Alliance. C'est un consortium privé qui représente les ingénieurs les plus chevronnés en nucléaire. Cela a été formulé suite à une compétition. Alors, c'est comme ça que nous faisons le modèle du établissement appartenant à l'État, mais exploité par le secteur privé. Vous allez trouver l'information à la page des laboratoires nucléaires canadiens. Deuxième question. Alors, pourquoi utilisez-vous les bassins à l'arrière sur la photo? Les bassins sont utilisés pour le traitement des eaux usées du site de White Shell. Réponse facile, n'est-ce pas? Est-ce que le réacteur a généré d'électricité? Étiez-vous lié au réseau ou vous avez tout simplement utilisé l'électricité sur place? Non, on n'a jamais utilisé le réacteur pour la production d'énergie. Le WR1 était uniquement là à des fins de recherche. Le personnel de la commission approuvera l'élimination des déchets avec les tranchées. C'était fait il y a de ça plusieurs années. À quel moment avez-vous procédé à cette évaluation? Est-ce que les décisions sont encore valides? Et est-ce que ça a été autorisé suite à cette évaluation environnementale? Lors d'évaluation environnementale, c'était au début des années 2000. C'était une étude complète à l'époque qui a évalué l'élimination sur place dans les tranchées suite à une étude de cas de la sécurité. L'évaluation environnementale est toujours valide. Nous avions une étude sur la sécurité de ces tranchées d'argile. Cela faisait partie du processus et cela fait partie de l'étude complète que nous avons faite. Alors, habituellement, c'est présenté au personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ils l'ont approuvé avant que nous puissions laisser la plupart des tranchées sur place. Vous avez dit que le transport des déchets radioactifs est efficace. Est-ce vrai ou c'est spécifique au laboratoire de White Shell? Le transport de ces déchets est sécuritaire et ce partout. Alors, on emballe les déchets. On doit respecter certaines variables pour les emballages. Et nous devons respecter toute la réglementation liée au transport de matières radioactives et de matières dangereuses. Michael, c'est très réglementé par la Commission canadienne et ainsi que par Transport Canada. Le secteur
déplace du matériel par voie terrestre, ferroviaire et même par voie aérienne depuis des années. Et tout cela est fait en toute sécurité. Vous avez parlé de ref- ah, matière de refroidissement organique. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Je ne connais pas tous les détails, mais lorsqu'on parle de matière refroidissante organique, on appelait ça le HB40. C'était le liquide de refroidissement organique dans les réacteurs. Malheureusement, je n'ai pas de détails concernant cette matière, à savoir si elle est dangereuse ou non. On pourra revenir avec plus d'informations si vous êtes intéressé. Veuillez, s'il vous plaît, laisser votre courriel dans la fenêtre de clavardage. Mike vous reviendra. Et nous avons aussi une autre adresse de courriel que vous pouvez utiliser, ermstakeholders@cnl.ca. Il y a aussi plus d'informations concernant le liquide de refroidissement organique. C'est dans les études de cas que nous avions fait et mis sur pied pour le réacteur WR1. Alors, la personne qui a posé la question est anonyme. Si vous voulez davantage d'informations, il faudra nous écrire à ermstakeholders@cnl.ca. Savez-vous combien de tonnes de matière seront envoyées de Whiteshell à Chalk River? Un instant de mémoire. Je sais qu'on a le nombre d'envois sur la diapositive 21. Un instant. Ah, c'est ce qu'on voit à l'écran. Je n'ai pas les statistiques à portée de main. Alors, on y va en mètres cubes. C'est comme ça qu'on réussit à déterminer combien d'expéditions seront effectuées. Encore une fois, comme pour la question précédente, si vous voulez davantage d'informations, veuillez nous écrire à l'adresse de courriel. Oui, sans problème, dit Michael, on vous enverra l'information. Prochaine question. C'est encore concernant les déchets. Pourquoi ne pas stocker les déchets à Whiteshell plutôt que les envoyer au laboratoire de Chalk River? Les déchets qui sont acheminés à Chalk River, c'est pour consolider les déchets qu'on ne peut pas laisser sur place. On veut concentrer tout ça à une seule installation. Nous avons une installation de gestion de déchets près de la surface sous évaluation à l'heure actuelle. Ce seront pour les déchets faiblement radioactifs. Les déchets moyennement radioactifs ou plus radioactifs seront installés à Chalk River à un seul endroit plutôt que de les déplacer à deux endroits. Est-ce que le public aura la possibilité de lire l'étude de cas de l'élimination des déchets dans les tranchées d'argile sur place? Nous allons avoir des engagements auprès du public et auprès des collectivités autochtones. Quant à l'information concernant les analyses de sécurité, ce sera discuté lors de ces réunions. Nous allons acheminer cette information-là par la suite à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Pour l'instant, je ne peux pas commenter sur l'examen de ce document. Merci. Prochaine question. Vous avez parlé de déchets radioactifs qui seront acheminés, qui resteront à Whiteshell. Pour l'instant,
On ne peut pas parler des dates d'expédition des déchets de Chalk River. Il y aura un engagement auprès du public. Je peux tout simplement vous dire que nous prévoyons faire certaines expéditions en 2023. Et voilà, c'est la fin de la période des questions. Alors, s'il y a d'autres questions qui surgissent, nous répondrons dans le courriel lorsque nous enverrons l'enregistrement. Merci à vous tous d'avoir participé. Avant de conclure pour aujourd'hui, si vous voulez en apprendre davantage, peu importe le sujet, nous enverrons les liens à l'enregistrement et cela prendra quelques jours avant de pouvoir le publier sur YouTube. Veuillez patienter. Et nous inclurons aussi les réponses aux questions. Si jamais nous n'avons pas tout répondu ou nous avons oublié quelque chose, utilisez l'adresse de courriel emrstakeholders@cnl.ca. Merci beaucoup, Randall, d'avoir présenté aujourd'hui. Bonne présentation. Merci à tous les participants. Bonne journée. Au revoir.